points de contact nationaux du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Espace. Je vais vous présenter cet après-midi la suite du programme de travail 2026-2027 pour le cluster 3 d'Horizon Europe. Donc, c'est le programme européen pour la recherche et l'innovation. Il va y avoir un certain nombre de redites par rapport à ce matin, pour ceux qui ont assisté à la session de ce matin qui traitait d'un certain nombre de destinations de ce cluster. Mais je vais essayer d'aller assez vite et garder un peu de temps malgré tout, même si on n'a qu'une heure, pour les questions sur les deux destinations que je vais présenter maintenant. Alors, le programme de travail, vous voyez bien, il y a peut-être un peu de décalage sur la vision, mais on utilise un outil visio souverain, parce que la notion de souveraineté est importante de plus en plus, notamment dans le programme européen de recherche et d'innovation. On va le voir aussi. Voilà, donc le programme de travail, c'est un programme cadre, le programme Horizon Europe de l'Union européenne. C'est le gros programme de recherche et innovation qui a déjà démarré depuis un certain temps, puisque c'est un programme pluriannuel sur 7 ans qui a démarré en 2021. On arrive à la fin du programme. Donc le programme 26-27, c'est le dernier programme publié pour ce programme cadre. On a un budget global pour ce programme de 95 milliards d'euros sur les 7 ans. Et comme vous pouvez voir, il est structuré selon différents piliers qu'on peut qualifier d'une manière assez simpliste comme structuré par TRL, donc la science d'excellence bat TRL, les problématiques mondiales et compétitivité industrielle européenne, pilier 2, des TRL de 4, on va dire, jusqu'à 7, on verra, jusqu'à 8. Et puis sur le pilier 3, on a un petit peu de tout, mais on est Europe plus innovante, donc on va aller vers des TRL relativement élevés pour aller vers avec le Conseil européen de l'innovation et les accélérateurs, vers le marché vraiment. Alors, sur ce grand programme, les appels 26-27, comme je vous le disais, c'est le dernier programme de travail. Le cluster 3, c'est le cluster qui traite de sécurité civile pour la société. Donc, on fait partie du pilier 2. C'est le troisième cluster qui est le pilier 2 à 6 clusters. Ce qu'on appelle les clusters, c'est des problématiques thématiques. Le programme est prescriptif, c'est-à-dire que sur ce pilier, on a une approche top-down, c'est-à-dire que le programme décrit ce qui doit être proposé. Donc, il est structuré par des appels à projets qui sont centrés sur des problématiques sociétales, qui reflètent les défis globaux. Et on verra que c'est très important, notamment dans le cluster 3, de bien focaliser sur les impacts attendus. Donc, ce pilier a besoin vraiment de démontrer un impact en finançant la recherche et l'innovation. Et il s'appuie bien sûr sur les priorités politiques de l'Europe. Donc on reviendra dessus, mais que ce soit la digitalisation, une Europe plus verte, ou que ce soit une Europe plus inclusive et économiquement démocratique aussi. Euh, et donc, les projets du pilier 2 sont des projets collaboratifs. Ils sont souvent transdisciplinaires, transsectoriels et surtout transnationaux, puisqu'on est sur un programme européen. Des projets de 3 à 4 ans en moyenne, avec des budgets qui vont de 2 à 4 ou 5 millions en moyenne aussi. Alors, chacun de ces projets a un type, est qualifié par la nature des attentes de ce sujet. On a 4 types on a même 5 pour le cluster 3 en l'occurrence, dans cet appel 2026. On a des recherche et innovation action qui sont des projets collaboratifs qui vont aller vers des TRL 4-5, des innovation action qui seront plus avancés en maturité, qui iront vers des technologies readiness level mentionnées de 6 à 8, on va dire. Et puis on a des CSA, des support action, collaborative support action, et des PCP, des pre-commercial procurement, et aussi du PPI, donc avec du public procurement of innovation solution, eux, vont vraiment vers le marché. Voilà. Alors, les financements, c'est du financement, la subvention, hein, ces projets européens, et ils sont sur l'ensemble des projets, des propositions, ils sont
de manière générale financé à 100% de ce qu'on appelle des coûts éligibles. Donc il y a quelques restrictions sur les coûts éligibles, mais en gros, il y a un très bon financement. Sauf que pour les projets qui sont à plus haut TRL, donc notamment les IA, et essentiellement d'ailleurs les IA, les Innovation Action, vous avez, pour les entités privées, vous avez un financement qui est un peu moindre parce qu'on se rapproche du marché, donc on considère que la subvention est déjà à 70% et relativement intéressante néanmoins. Euh, donc ça, c'est pour les aspects généraux du projet. Alors, comme c'est un programme collaboratif, et les projets sont des projets collaboratifs, il y a des critères d'éligibilité naturelle qui sont le nombre d'entités légales indépendantes qu'il faut avoir dans 3 États membres ou associés. Ça, c'est un prérequis. Vous avez une liste, bien sûr, des 27 États membres, et vous avez surtout des États associés qui évoluent, parce qu'il y a des négociations de la Commission avec un certain nombre d'États, et comme vous pouvez voir en rouge, le Japon, les négociations sont bien en cours, et on peut espérer qu'il y ait des choses qui aboutissent en 2026, et si ce n'est pas le cas, ce sera 2027. Australie, ça sera certainement 2027. Maroc et Singapour, c'est en pause à l'heure actuelle. Donc il faudra suivre jusqu'au dernier moment, puisque si vous avez des partenaires qui viennent du Maroc, par exemple, et que vous soumettez une proposition avec un partenaire marocain, alors qu'il n'est pas associé au moment où le grant potentiellement peut être signé, ça veut dire en l'occurrence pour 2026, en mi-2027, là vous serez embêté, ce partenaire ne sera pas considéré comme membre d'un pays associé. Euh, on a rappelé ici aussi les pays tiers, donc il y a tout un ensemble de pays qui sont considérés à faible revenu ou moyen, qui sont associés, et on va le voir dans la destination qu'on traite cet après-midi, qui est Disaster Resilient Society, donc une société résiliente aux crises. Euh, on a bien évidemment ces crises de manière internationale dans plein de pays, et notamment les pays tiers qui sont bienvenus sur un certain nombre d'appels parce qu'ils ont cette expérience et c'est eux qui ont un besoin prégnant de solutions pour traiter les crises et les catastrophes qui peuvent advenir dans leur pays. Euh, Juste un petit schéma rapide pour illustrer ce qu'on parle quand on parle de projets collaboratifs européens. Un bon exemple, mais d'un point de vue industriel, c'est un Airbus, c'est un avion. Donc là, on est bien sur une approche européenne où des morceaux de la solution, qui est ici, sont construits à partir de pays différents. Donc il y a des pays différents, donc des acteurs dans des pays différents qui sont associés pour construire quelque chose de plus global. Et c'est exactement l'idée de ces projets collaboratifs européens, c'est que chaque partenaire aura un rôle spécifique, mais l'ensemble de la contribution de l'ensemble des partenaires et du consortium va garantir une complémentarité, une synergie pour construire quelque chose de beaucoup plus ambitieux, de beaucoup plus global et beaucoup plus et à la dimension européenne. Donc, quand on dit complémentarité, synergie et rôles différents, c'est-à-dire que pour réaliser un projet, vous allez avoir besoin, on l'a vu ce matin fortement, d'acteurs et d'experts en sciences humaines et sociales, par exemple. Vous aurez bien sûr besoin d'un coordinateur, mais vous aurez besoin de spécialistes de l'éthique et de la compliance, vous aurez besoin de fournisseurs de technologies, vous aurez besoin de fournisseurs d'environnement de test, et de capacité d'évaluation d'utilisateurs qui vont être si nécessaires pour réaliser correctement le projet. Et puis vous aurez aussi besoin de partenaires qui sont spécialisés, par exemple, dans la dissémination, l'exploitation des résultats, les business plans et la valorisation du résultat du projet. Donc ça fait un ensemble de partenaires avec des rôles différents qui vont venir de différents pays. Vous aurez de ce fait, par exemple, un cabinet d'avocats dans votre consortium, une association de citoyens, des universités, des praticiens, des utilisateurs finaux de votre technologie et de ce que vous allez développer, des industriels qui fourniront des technologies, de même que des PME. Et bien sûr, il y aura un de ces acteurs qui jouera le rôle de coordinateur. Voilà. Donc ça, c'est pour certains, pour qu'ils aient bien en vue, c'est pas un projet avec 3 partenaires qui font des choses un peu complémentaires. Ça peut être plus large. Donc la plupart des projets sont de l'ordre d'une dizaine de partenaires qui remplissent toutes ces fonctions pour produire quelque chose de beaucoup plus ambitieux. Alors,
Euh, Quelques conseils, et puis après je rentrerai dans le détail des appels, mais euh, on vous a présenté ça, mais je vais un petit peu plus en détail aujourd'hui. Effectivement, ces projets sont construits à partir comme on l'a vu, d'enjeux et de priorités politiques qui se traduisent ensuite par des plans, un programme Horizon Europe sur 7 ans qui a été défini avec un certain nombre d'objectifs qui se sont traduits par des plans stratégiques. On est au deuxième plan stratégique, le plan stratégique 2025-2027, qui a mis à jour le plan initial de 2021-2024. Et il est important de le lire parce qu'on s'y réfère lors des descriptions des demandes de projets, des appels à projets. Donc le work programme se réfère au plan stratégique, mais le work programme est structuré en destinations et chaque destination est constituée de différents appels. Euh, une remarque, et ça, je l'étendrai à l'ensemble des conditions d'éligibilité. Il est important, donc, quand on monte son consortium, de faire bien attention, parce qu'on l'a vu dans le passé, il y a eu des projets qui étaient inéligibles parce qu'il y avait une condition d'éligibilité qui n'avait pas été satisfaite. En l'occurrence, pour les IA, il n'y a pas d'entités chinoises qui peuvent participer à ces Innovation Action, qui sont assez matures dans leur développement. Mais il y a d'autres conditions d'éligibilité, il faut regarder ça de manière très précise et c'est très important de prendre ça en compte vraiment dès le début, aller dans la constitution de votre consortium. Comme on l'a dit, les accords d'association évoluent, donc il faut aussi vérifier l'éligibilité des pays. Le point sur les applications civiles et non militaires, c'est la base, même si les utilisations duales seront de plus en plus présentes, mais ça, on peut pas c'est assez naturel. La définition du dual sera certainement renforcée et discutée pour le prochain programme cadre. Euh, une nouveauté, on en a parlé aussi un petit peu ce matin, depuis 2 ans, surtout depuis l'année dernière, et puis c'est maintenant reporté en 2026 et 2027, à un niveau un peu plus stable, un peu moins important. Il y a des open topics, ce qu'on appelle les open topics, c'est-à-dire pour élargir un peu, alors c'est prescriptif, mais pour être un tout petit peu moins prescriptif sur un certain nombre de thématiques, et pour surtout ouvrir le champ à des innovations qui ne seraient pas forcément identifiées dans les appels, il y a des projets qui sont considérés comme plus ouverts et qu'on appelle des open topics. Une autre règle, un conseil, c'est mentionné dans les conditions d'éligibilité, mais même si ça ne l'est pas, on le rappelle ici, c'est que ben, la commission finance et a investi lourdement dans un certain nombre de systèmes ou de capacités. C'est vrai aussi des bases de données d'ailleurs. Toutes les ressources, d'une manière générale, dans laquelle l'Europe a investi sont considérées comme prioritaires. Il faudrait les utiliser de manière prioritaire dans les projets européens qu'on va mener. Donc, si vous devez faire de l'observation et utiliser des données d'observation, c'est pas mal d'utiliser du Copernicus, de même que du Galileo pour la localisation. Et à terme, mais ça sera dans le futur programme CARD, certainement les capacités de communication. Et puis enfin, l'Europe s'est structurée notamment sur ces problématiques de sécurité civile, a essayé de rassembler, à constituer un groupe de travail qui s'appelle le CERIS, qui rassemble une bonne partie des acteurs opérationnels de la sécurité et qui, de ce fait, débattent des intérêts, des besoins et donc soyez en lien avec le CERIS, c'est une bonne chose pour vous assurer que ce que vous allez proposer est déjà bien partagé en termes de besoins par l'ensemble de la communauté de sécurité civile. Hum, voilà, un dernier point, les références, vous allez voir, là je ne vais pas les détailler, mais dans les appels, vous avez de plus en plus de références concrètes sur des textes, des directives, des white papers éventuels qui ont été créés et publiés par la Commission. Il est important de les connaître, surtout s'ils sont mentionnés dans les appels. Voilà. Et il y en a beaucoup qui sont mentionnés dans les appels DRS en particulier, donc c'est important de les avoir en tête, d'avoir ça aussi en tête. Alors, on part maintenant, on reste encore sur les généralités, mais on va plus dans le concret des projets. Il est très important dans vos projets, quand vous allez constituer votre consortium, et surtout quand vous allez répondre
un appel, que vous vous focalisiez et que vous soyez conscient que votre projet va être évalué vraiment sur l'impact qu'il va avoir, que va avoir le financement de votre projet. Il y aura bien sûr un impact scientifique, mais il y aura surtout des impacts attendus sociétaux et des impacts économiques. Donc c'est des éléments importants et des questions qu'il faut se poser tôt pour s'assurer qu'on saura présenter dans sa proposition tous les impacts et qu'on saura être pertinent dans l'impact qu'on présente. Euh, alors, le cluster 3, de manière plus spécifique, c'est un cluster capacitaire, c'est-à-dire que là, on n'est pas sur un cluster qui traite juste de technologie, sur un cluster qui essaie de développer des capacités. Alors, Monsieur Anachi, je pense qu'il faudrait que vous vous mettiez en... Voilà, merci. Donc, on est sur un cluster, une thématique qui est très opérationnelle et pour lesquelles on veut développer des capacités. Alors, des capacités innovantes. On veut s'appuyer sur de la recherche pour vraiment offrir aux utilisateurs et aux différents opérateurs et acteurs de la sécurité civile. On veut absolument fournir des capacités à terme qui lui permettent de résoudre ces problèmes. Tout ça en étant bien sûr éthique, et il y a cette dimension d'impact économique qui est liée à l'industrie de sécurité européenne compétitive. On met de l'argent aussi pour que l'industrie européenne se développe et qu'elle soit compétitive sur les marchés internationaux. Non, pas uniquement européens. Voilà, je voulais rappeler ça sur l'objectif principal du cluster. Donc l'aspect capacité est très important. Démonstration de ce que vous allez démontrer, d'où vous allez voir dans l'ensemble des appels, et on l'a vu déjà ce matin, dans l'ensemble des appels, des conditions d'éligibilité où on demande d'intégrer des partenaires utilisateurs, puisqu'on est au service de ces utilisateurs. Alors, ce matin, vous a été présenté plus spécifiquement tout un aspect sur les sciences humaines et sociales qui sont importantes dans le cluster 3 aussi. C'était plus important ce matin sur les thématiques de ce matin. Donc, on a eu l'intervention de Sylvie Gangloff, qui est la coordinatrice du cluster 2, pour détailler un peu ces différents cross-cutting thèmes, notamment renforcer la résilience des sociétés et la démocratie, donc l'aspect démocratie, la transition digitale et son implication sur notamment les vulnérabilités dites imprévues et voilà, le soutien à la transition verte. On va voir que tout ça transpire dans les propositions. Et puis, l'aspect légal, éthique et accepté par les citoyens, c'est aussi un des éléments. L'acceptabilité sociale est mentionnée dans les projets, notamment dans DRS, aussi dans la thématique DRS. Enfin, on est en Europe, donc on essaie d'être le plus inclusif possible. Et donc la notion de vulnérabilité de la société dans tous ses aspects et de manière la plus inclusive possible est aussi important. Donc on a, vous le savez, dans les projets sont évalués sur un certain nombre de critères. Il y a notamment les critères de gender, mais ça va beaucoup plus loin. Et dans certains appels, il est mentionné qu'il faudra prendre en compte de manière inclusive l'ensemble de la population et l'ensemble des populations vulnérables. Voilà. Donc c'est juste un rappel. C'est pas aussi fort que dans les thématiques fighting crime and terrorism ou border management ou resilient infrastructure de ce matin, mais on a quand même ces thématiques qui ressortent et qui sont présentes dans les appels DRS et SSRI. On va voir ça tout à l'heure. Alors, rappel rapide. On a deux appels, donc 26, 187 millions dédiés à 2026 sur les 6 destinations du cluster 3, avec 30% sur la cyber, qui est le gros morceau. On verra qu'en 2027, c'est même plus important pour la cyber. Mais justement, la cyber a été, depuis cette année, c'était le cas en 2025, parce que il y avait déjà un premier pas qui était la gestion différente de cette destination qui est fait par la DG, qui était initialement fait par la DG Connect et maintenant qui est réalisé par le CCC, donc European Center for Cyber, Cyber, voilà, Cyber Security. Là, ils vont plus loin, c'est-à-dire que la deadline est un peu différente. Donc, on a d'un côté la cyber, dont le deadline sera cette année le 15 septembre, et de notre côté, toutes les autres destinations, qui sera
le 5 novembre, donc un peu plus tôt que les années précédentes. Et ça, c'est dû à l'organisation des appels, des différents appels du programme Horizon Europe. Alors, sur 2027, on est à peu près sur la même chose, un peu plus de poids pour la cyber, mais là, on est pareil autour du 15 septembre pour 2027 et 4 novembre 2027 pour les autres destinations. Juste un point là-dessus rapide. Donc, les 6 destinations, vous les voyez. En fait, les 6 destinations sont elles-mêmes structurées en ce qu'on appelle les sous-domaines. Et à peu près sur les 2 années de 26-27, vous allez couvrir à peu près tous les sous-domaines que vous voyez ici. Donc, si ce n'est pas couvert en 2026, ça sera en 2027. Mais sur 2 ans, on a à peu près toutes les thématiques qui sont couvertes. Donc, il y a une certaine récurrence de ces thèmes depuis longtemps. Et ça reste vrai depuis le début du programme cadre. Alors, ce matin, vous avez présenté Fighting Crime and Terrorism. Alors, ça va arriver, je crois qu'il y a une petite latence. Il y a eu donc le contrôle des frontières, ou la gestion des frontières. Il y a eu les infrastructures critiques, la résilience des infrastructures critiques, qui ont été présentées ce matin. Vous aurez demain une présentation spécifique sur la cybersécurité, avec les sujets portés justement par le CCC. Et puis là, on aborde donc DRS, Disaster Resilience Society for Europe. Donc là, en fait, rien de nouveau, hein, c'est une thématique qui était très importante au début, qui est un peu moins importante en termes de budget, mais qui est toujours aussi importante. Et donc, on a 5 appels à l'heure actuelle avec 9 lauréats. Donc, sur certains appels, il y aura 2 lauréats, 32 millions de budget cette année, une RIA, une Research Innovation Action, et 4 Innovation Action. Donc voici les 5 sujets. Alors, ce que vous voyez en violet, c'est un sujet open, justement. Donc là, vous en avez qu'un, mais ce sujet permettra d'y mettre un certain nombre de choses. Parce que la promotion et l'adoption de solutions innovantes en matière de risque de catastrophe, là, vous pouvez positionner plein de technologies, plein d'aspects différents. Donc ça ouvre un peu, ça enrichit l'opportunité d'innovation par rapport à DRS, le fait d'avoir un open topic. Donc là, 5 sujets. Un qui est sur concevoir de nouvelles méthodes de sensibilisation au risque et d'amélioration de la préparation en catastrophe. Donc là, on a vraiment un besoin de sensibilisation au risque, hein, parce que on peut le constater, c'est une manière aussi de faire de la prévention et de faire de la préparation que de bien sensibiliser au risque. Il y a un deuxième sujet qui traite plus spécifiquement du multirisque, et on verra que c'est important avec les aspects cumulatifs et cascades éventuels. Troisième sujet sur les développements d'outils, de processus, d'équipements et de technologies innovantes, grâce à des interventions en cas de catastrophe et d'urgence pour la recherche et le sauvetage dans des conditions dangereuses. Donc là, on essaie de doter les intervenants, que ce soit pour gérer la crise ou intervenir en tant que recherche et sauvetage. On essaie de les doter de capacités qui permettent de traiter tout ça dans des conditions dangereuses. Donc on verra ça, le détail. Donc l'open topic dont je vous ai parlé, et cette notion d'intégration de la dimension climatique et changement climatique en termes de sécurité climatique et préparation civile. Nouvelles méthodes pour élaborer des scénarios liés au changement climatique avant et après une crise, afin de renforcer la résilience de l'Europe. Donc on constate que du fait du changement climatique, il va y avoir un certain nombre de scénarios qui n'étaient pas forcément identifiés comme prioritaires dans la gestion de crise, qu'il faut identifier, auxquels il faudra se préparer. Et donc, ça fera l'objet de cet appel. Donc, si on regarde maintenant chaque appel. Donc, premier appel DRS 01 pour 2026, concevoir de nouvelles façons de sensibiliser aux risques et d'améliorer la préparation aux catastrophes. Alors, sur la droite, ce que vous avez, c'est une description des points importants qui rappellent ce que j'ai pu dire précédemment, c'est-à-dire que pour chaque appel, vous avez des conditions d'éligibilité et vous avez une description des points importants que vous devez prendre en compte dans votre proposition. Alors, il y a un premier mot qui parle de lump sum. Lump sum, c'est en fait, ça veut dire somme forfaitaire.
Donc, jusqu'à maintenant, ces projets collaboratifs étaient surtout financés sur des coûts réels déclarés, des déclarations qui étaient faites par rapport aux consommations qui étaient réalisées sur chacun des postes et des work packages du projet au fur et à mesure du temps. Donc, il y avait des périodes de déclaration financière. Là, ces périodes de déclaration financière seront structurées autour de réalisation de tâches. Donc, on ne regarde pas combien de temps vous avez passé sur telle ou telle tâche. On regarde si la tâche est terminée. Et si la tâche est terminée, le budget associé à cette tâche sera financé. Si elle n'est pas terminée, il n'est pas financé. Donc, ça vous oblige à structurer un peu votre projet vraiment par rapport aux tâches et à répartir vos tâches au cours du temps si vous voulez être financé de manière régulière au cours du temps du projet. Donc, c'est une première règle. Ça a été déjà appliqué en 2025 fortement. Vous savez, il y avait eu des initiatives en 2024, mais surtout fortement en 2025. Les retours ont été très positifs déjà en 2024. En 2025, ça a été aussi le cas apparemment. Donc, c'est presque généralisé. Pour vous dire, sur 26-27 pour le cluster 3, on a en tout 45 appels. Il y a 42 appels qui sont en lump sum. Donc en somme forfaitaire. Donc c'est la règle, ça va devenir la règle et ça sera certainement la règle du futur programme cadre. Deuxième point important qui montre un peu la tendance et ce qu'il faut vraiment prendre en compte dans la constitution de votre solution, c'est que la commission souhaite avoir un meilleur contrôle de ce qui est financé d'une certaine manière, pour pas que ça parte, tout de suite, à l'étranger. Entre guillemets, la commission financerait un projet, vous finissez le projet, vous avez des résultats pertinents, intéressants, parfaits, fort impact et vous décidez de transférer la propriété de tout ce que vous avez fait pendant le projet, à une entité tiers. Pendant 4 ans, la commission se donne le droit de regarder à qui vous allez transférer ça. Surtout si c'est un transfert total de propriété ou un transfert de licence exclusive. Ça se comprend. Et donc, c'est un élément, mais c'est explicite. C'était un peu implicite avant, mais là, c'est explicite. Et donc, il faudra faire attention à ça. Donc, quand vous planifiez votre impact et votre dissémination et exploitation des résultats, ayez cela en tête. Voilà. Les aspects sécurité, ils sont présents un peu partout puisqu'on a des soucis, enfin, on a des obligations, on va dire, qui sont même européennes maintenant, hein, en termes de sensibilité des données en particulier. Donc, les aspects sécurité sont un peu présents. Il faudra justifier que vous n'en avez pas besoin ou que vous en avez besoin selon ce que vous allez faire, des données auxquelles vous allez avoir accès et autres. Est-ce que vous allez produire? Est-ce que ça aura un caractère sensible ou non? Et puis là, on est dans DRS. Donc dans DRS, malgré ce contexte assez, on pourrait dire fermé ou contraint, comme on est sur des gestions de crise et de catastrophes, les coopérations internationales sont favorisées, notamment avec ces pays à faible revenu, mais pas que. Et ça peut être, selon la thématique que vous allez adresser, si elle est très présente dans tel ou tel pays, ça peut être très, très intéressant d'avoir une collaboration et d'avoir dans votre consortium des partenaires venant de ces pays. Pardon. Alors au niveau du consortium lui-même, il y a aussi des contraintes, c'est-à-dire que, non seulement, je parlais des coopérations internationales, mais il y a surtout, des contraintes aussi liées à l'utilisation de certains réseaux de communication, par exemple, ou de technologies, pour des réseaux de communication. Ça a déjà été introduit en 2024-2025, même je pense avant. Vous pouvez pas utiliser forcément des outils ou des backbones Huawei ou autres. Donc là, c'est explicite. Et vous avez une liste d'acteurs qui sont pour lesquels il y a une limitation d'utilisation. Euh, En l'occurrence, sur ces programmes DRS, on a aussi l'intérêt souvent de faire intervenir des organisations internationales, mais il est demandé que le quartier général de ces organisations soit en Europe. Voilà, donc c'est une petite contrainte supplémentaire, mais qui est explicite. C'était un peu flou jusqu'à maintenant, là c'est explicite.
Et puis, comme je vous le disais, ces projets sont des projets capacitaires, donc on a vraiment besoin d'avoir dans nos projets des entités, des organisations, qui sont des utilisateurs ou qui sont vraiment des acteurs du projet. En l'occurrence, sur cet appel, on aura besoin d'avoir des représentants d'organisations de la société civile, d'organismes de gestion des risques et des autorités locales ou régionales, puisque on va essayer de concevoir des nouvelles façons de sensibiliser aux risques et d'améliorer les préparations aux catastrophes. Donc, on a besoin, bien sûr, que les outils qu'on va mettre en place soient appliqués aussi au niveau des autorités locales pour toucher la population. Euh, on est sur un projet RIA, Research et Innovation Action. Fin du projet, une maturité à un niveau 5. Ce qui veut dire qu'on est quand même sur un projet assez recherche et qui se veut donc innovant dans les outils et dans les méthodologies qui vont être appliquées. Il y aura 2 lauréats, chacun aura 3 millions pour un budget total de 6 millions. Bon, je ne vais pas détailler plus le contenu. Ce à quoi je vous encourage, c'est dans tous les cas, là, on vous présente ce qu'on considère les points importants, parce qu'en une fiche, c'est un peu compliqué de tout détailler. Le texte est très, comme je l'ai dit ce matin, mais je le répète encore, le texte de l'appel a été construit sur un certain nombre de mois, voire années. Chaque mot est important et donc la commission s'attend à ce que les propositions reprennent bien l'ensemble des points qui sont indiqués. Donc vous allez voir quand il y a marqué expected outcome, résultat attendu, all, if any, ou tous parmi, ça veut dire qu'en gros, il faut que vous preniez en compte pratiquement tous parce que vous serez évalué un peu par rapport à d'autres partenaires, d'autres consortiums qui pourront tout traiter d'un coup. Bon, donc premier sujet, donc sensibilité, sensibiliser, avec des nouvelles manières, au niveau local ou au niveau, plus global. Hem 2e sujet, alors là, on parle d'une IA, donc on est TRL 6. On n'est pas très, très, très haut en TRL, mais on est quand même sur des solutions plus matures. Il y aura 2 projets de 4 millions d'euros, et là, on est vraiment sur l'approche multi-hasard, multi-risque, avec aussi, non seulement il y a plusieurs risques, mais il peut y avoir des effets cumulatifs liés à ces différents risques, voire des effets en cascade, qui font que ça va, encore, rendre le risque encore plus grave, encore plus important. Donc, comment on prend en compte, des modèles prédictifs multirisques, sachant on a souvent, des systèmes qui à risque unique, donc c'est un des premiers points. On aura, besoin d'interopérabilité, des plateformes si on veut améliorer les prévisions multirisques, hein. On comprend que s'il y a des plateformes monorisques, il faut pouvoir les intégrer pour avoir une vision un peu plus globale et du coup, ça implique aussi, de définir des nouvelles stratégies de prévention qui seront multirisques, et qui pourront et du coup engloberont tous les principaux effets à la fois physiques, mais aussi économiques et sociaux. Donc une vision un peu holistique de cette notion de multirisque. C'est vrai aussi au niveau du partage des connaissances, pour faire face à des urgences futures qui seront un peu différentes du fait de ces multirisques. Et puis, on parle beaucoup d'approche holistique, systémique et transversale dans l'appel, avec une évaluation globale des risques et de la menace au niveau de l'Union européenne. Donc au niveau des points importants, on retrouve ce que j'ai mentionné précédemment, lump sum, transfert de propriété, aspect sécurité, coopération internationale, les limitations sur les outils de communication et on est sur, quelque chose de très similaire puisque là, c'est au moins 2 autorités en charge de communication de crise puisqu'on a une action aussi spécifique sur la communication multi-risque et multicrise. Et puis des autorités locales et régionales de réponse aux catastrophes, dans au moins 3 États membres de l'UE ou pays associés. Voilà, on passe à la suivante. Donc là, on est sur, encore une IA.
des TRL beaucoup plus élevés, puisqu'on va aller vers 7-8, deux projets de 4 millions d'euros. Je vais passer rapidement sur les points importants, c'est à peu près les mêmes. Il n'y a pas ici de coopération internationale, mais il y a toujours des organisations internationales avec des quartiers généraux en Europe qui sont les bienvenus. On sera sur des primo-intervenants et des services d'urgence médicales au moins de 3 pays membres et de pays associés, puisque là, on traite de développement d'outils, de processus, d'équipements et de technologies innovantes grâce à la réponse aux catastrophes et aux urgences pour la recherche et le sauvetage dans des conditions dangereuses. Donc, c'est ce que je vous disais, c'est-à-dire on essaie maintenant de traiter et de fournir des outils qui vont permettre de faire du search and rescue ou de l'emergency management dans des situations très critiques et des conditions dangereuses. Sachez que dans le chapeau, puisque je vous ai invité tout à l'heure à lire et dans les programmes de travail, à bien lire aussi, à prendre en compte ce qui peut être écrit au niveau du chapeau de la destination DRS en l'occurrence, avant de regarder le détail de chaque appel. Il est indiqué, vraiment, il est mentionné même de manière explicite que sous le terme de crise, on entend vraiment tout type de crise qui peuvent aller même jusqu'à des conflits armés. C'est expliqué de manière explicite. Euh, donc, on peut avoir des situations très dangereuses d'intervention pour faire du search and rescue, et c'est l'objet de cet appel spécifique. Euh, donc, vous avez voilà, un certain nombre de détails. Un point peut-être à garder à l'esprit, c'est qu'aussi dans cet appel, il y a le fait de comment gérer au mieux les réserves d'urgence et de stockage et le déploiement de ces actifs au niveau européen. Comment on peut s'assurer qu'on a ces capacités, comment éventuellement les déplacer, comment les déployer. C'est aussi un des aspects importants, même dans des conditions difficiles et dangereuses. Voilà. Je vais peut-être accélérer parce que je vois que ça avance vite. On a encore un quatrième projet DRS qui est donc le sujet ouvert dont je vous ai parlé sur les conduites de l'adoption de l'innovation dans les solutions de risque de catastrophe. Donc en fait, c'est un projet relativement ouvert, même avec les mêmes conditions les points importants de contrôle de propriété, d'aspect sécurité. Là, on est toujours, même si le projet est open, on n'est pas que technologique, on est vraiment orienté capacité. Donc, il faut 3 primo-intervenants ou autorités en charge des risques de catastrophe, d'au moins trois États membres aux pays associés. Et on- il y a un point aussi qui est indiqué dans le chapeau, mais qui revient dans cet appel, qui est, on a quand même une forte legacy, enfin un existant, on va dire, important. Comment peut-on faciliter l'intégration des technologies innovantes dans ces cadres existants, que ce soit pour la prévention, la préparation, la réponse ou le rétex, le rétablissement en cas de catastrophe. Donc il y a cette dimension aussi d'utilisation de l'existant et de meilleure intégration de l'existant. Il y a aussi le passage à l'échelle des solutions qui vont être proposées. Alors, on est sur des TRL 8, hein, donc TRL 8, ça veut dire qu'on n'est pas loin du marché, et donc on veut des solutions éprouvées. Donc, on va avoir des maturités de technologie relativement importantes, et on va aussi vouloir traiter des obstacles au déploiement. Pourquoi ce qu'on a développé, qu'on sait passer à l'échelle, pourquoi on n'arrive pas forcément à le déployer correctement. Donc c'est aussi important dans cet open topic de trouver et de proposer des innovations pour effectivement faciliter le déploiement de ce qu'on aura développé. Et tout ça dans un cadre, comme je disais, TRL 8, donc avec des scénarios réels. Voilà. Bon, le dernier point, on le retrouvera dans SSRI, donc je ne vais pas le mentionner, mais on est toujours dans l'impact. Il faut que l'impact de ce qu'on va produire, les résultats qui vont être produits, soient non seulement visibles, mais utiles. Voilà. Euh, Dernier appel DRS 05. Donc là, on est sur l'aspect climatique. Donc je vais pas, je reprends les points importants, c'est les mêmes. Consortium, il y a une petite variation ici. C'est le JRC, le Joint Research Center de la Commission, est encouragé à participer, mais sa participation n'est pas
n'est pas demandé pour la proposition. Donc, ne vous inquiétez pas, n'allez pas voir le JRC pour le demander de faire partie de votre consortium. Les propositions gagnantes, celles qui vont être sélectionnées, il y en aura une d'ailleurs, il y en aura une à 4,5 millions d'euros avec des niveaux de TRL élevés et qui est une Innovation Action. Cette proposition gagnante, le JRC, il sera demandé à ce que le JRC soit lors du grant preparation, dans la préparation du contrat avec la commission, on vous demandera de rajouter la participation du JRC qui proposera en particulier ses capacités de test à l'échelle réelle ou de tests euh, opérationnels parce qu'ils ont leur European Facility pour faire des tests qui est pertinente et du coup, c'est une manière d'introduire et de proposer des capacités européennes aux projets qui seront retenus. Euh, alors, on est sur la sécurité climatique et la préparation civile, donc par rapport à ces évolutions, ces scénarios nouveaux qu'il faut identifier et hiérarchiser de sécurité climatique, hein, euh, il y a il va y avoir des risques climatiques et environnementaux importants qu'il faut pouvoir prévoir. Euh, il va y avoir certainement à évaluer et surveiller les catastrophes induites par le climat qui peuvent être sur des temps plus longs ou des choses qui sont un peu différentes. Donc, c'est des choses à regarder de manière spécifique. Euh, Comme je disais, la participation utilisateurs finaux pardon, est primordiale, hein. Là, TRL 7.8, ça se comprend, hein. On veut être pas loin du marché, notamment avec les évaluations sur les tests, avec des tests en réel au GRC. Donc, il faut une implication forte des utilisateurs finaux. Mais il va falloir aussi que cette adaptation au climat, elle puisse se faire notamment au niveau local. Donc, il y aura aussi l'implication et la démonstration de la possibilité de mettre en œuvre ces technologies ou ces solutions au niveau local et régional. La dimension post-crise est aussi mentionnée. Et comme on parle quand même de phénomènes climatiques ou autres, on voit bien que la coopération internationale, même si elle n'est pas mentionnée dans les conditions d'éligibilité, elle devra être renforcée et on devra montrer comment on peut profiter de cette coopération internationale pour échanger les meilleures pratiques et en particulier sensibiliser aussi le public, puisque là, le public, alors c'est un point aussi que je voulais mentionner, j'en profite puisqu'on arrive à la fin de cette présentation DRS 2026, mais c'est vrai sur 2027, la, euh, la destination s'adresse bien sûr aux praticiens et donc elle essaie de développer des solutions pour la gestion de crise et des catastrophes qui s'adressent à ceux qui vont la gérer, mais de plus en plus, la population, la société civile, et de ce fait, la prise en compte de la vulnérabilité et aussi de l'inclusivité est importante parce qu'on veut que l'ensemble de la société soit résiliente face au désastre, donc il faudra l'impliquer un peu plus. Alors sur 2027, on a 4 appels avec 9 lauréats pour 30 millions d'euros, une RIA et 3 IA. Un sujet open, alors je l'ai mis en anglais, je ne sais pas pourquoi, mais bon, c'est du CBRN. Il y a même E, donc CBRNE, donc chimie, biologique, cardiologique, nucléaire et explosif. Donc comment on peut avoir des PPP, enfin des personnels, enfin des solutions de protection plus optimisées face à ces risques CBRNE. Donc c'est des smart protective equipment, des équipements intelligents de protection pour les first responders, justement pour ceux qui vont devoir gérer ces crises. Donc on revient sur des thématiques qui existaient déjà il y a quelques années. Bon, il faut mettre à jour tout ça puisqu'il y a des évolutions fortes sur les capacités de protection, d'équipements de protection, et c'est à revisiter pour ce projet Open en étant justement ouvert sur des solutions très innovantes. Deuxième sujet 2027, la résilience sociétale et en notamment comment on fait en sorte que les jeunes générations soient un peu plus
engagés dans cette résilience sociétale. Et sachant que et la digital innovation, l'évolution de la société est de plus en plus digitalisée, euh, va nécessiter d'être aussi résilient sur cet aspect-là. Voilà. Et puis la troisième solution sur Enhancing Decision Support System. Donc voilà, donc l'amélioration des aides, des systèmes d'aide à la décision pour la gestion des crises. Bon, là, on a ce thème régulièrement, mais là, on veut continuer à faire émerger des technologies. Il y aura certainement beaucoup plus d'IA qu'il n'y a eu jusqu'à maintenant. Donc voilà, on profite des emerging technologies, des technologies émergentes pour essayer d'améliorer encore la prise de décision dans la gestion des crises. Et puis, la dimension des catastrophes risque, même si elle est déjà présente, mais être plus fréquente à des échelles et des dimensions beaucoup plus importantes. Donc, le transfrontalier, donc le fait que le désastre s'étale sur une très grande échelle, comment on peut s'y préparer? Est-ce que justement c'est lié à ce qui était présenté aussi sur les multirisques, sur le déploiement de capacités ou la synergie, la coopération et l'interopérabilité des différents systèmes? Donc ça, c'est pour 2027. Ah oui, j'ai pas beaucoup de temps. Voilà, On je a, voudrais. c'était jusqu'à 16h30, il y a le temps, Ah Frédéric. oui, 16h30, donc j'ai encore. Oui, parce que je voulais garder du temps, quand même, suffisamment de temps pour les questions. Donc je continue avec justement la destination sur le renforcement de l'innovation en recherche en sécurité. Donc finalement, cette thématique, c'est pour renforcer ce qu'on appelle le market uptake, hein. C'est comment on fait pour que toute cette technologie développée dans l'ensemble des destinations précédentes, puisque là, c'est pas thématique spécifique, c'est justement comment on fait pour que toutes ces technologies trouvent un marché et soient vraiment opérationnelles. Donc on a 4 appels avec 5 lauréats, un plus petit budget, puisque là, on est sur de la mise en œuvre et de la mise en œuvre sur le marché. Néanmoins, on a une IA, une RIA, on a un peu de recherche et innovation sur ce sujet, et on a surtout un PCP et un PPI. Donc un PCP, donc c'est du Pre-Commercial Procurement, donc c'est comment on fait pour, même si on n'est pas à des TRL neufs, si on n'est pas déjà sur le marché, mais qu'on a justement, on a des résultats d'innovation action qui sont vraiment intéressants, comment on fait pour acquérir et faire en sorte que ces résultats puissent trouver leur marché? Eh bien, un PCP peut aider à faire ça et un PPI va encore un peu plus loin puisque le PPI va essayer de faire un public procurement directement de l'innovation, de la solution innovante. Donc, sur 2026, on a 4 appels, un open aussi qui offre vraiment une grande ouverture. J'en profite, ça a été mentionné ce matin, on organise le PCN sous l'égide du SGDSN, des pôles de compétitivité systématique et safe et de Civipol et du ministère de l'Intérieur, organise un webinaire le 16 janvier sur une thématique spécifique qui est la lutte anti-drone. Et on voit bien qu'avec un open topic sur le soutien aux innovations technologiques disruptives pour la sécurité civile, on peut imaginer que la dimension de protection contre les drones ou comment prendre en compte cet aspect-là dans la sécurité civile puisse être introduit dans ce type de projet ouvert. Donc les projets ouverts sont beaucoup plus larges, on peut introduire un certain nombre de choses. Donc on a un premier projet ouvert sur SSRI 01 2026. On a ensuite quelque chose, un PCP qui va directement sur donc du pre-commercial procurement, qui est structurer la demande pour pouvoir faire un achat de solutions pertinentes pour le marché. Le PPI va un peu plus loin, donc c'est le sujet numéro 3. Donc on va carrément vers la mise en œuvre de marchés publics. Et puis le quatrième sujet, développement d'un écosystème et de capacité de nouvelle génération pour un système européen de communication critique sécurisé dans le domaine de la sécurité civile. Donc là, on est plus spécifique. Donc là, je vous disais que c'était pas très thématique, mais là, ça l'est. C'est qu'il y a un vrai besoin identifié de futurs systèmes européens de communication et notamment de communication critique sécurisée. Et donc, cet appel-là va essayer d'aider à développer le bon écosystème pour développer
ces nouveaux systèmes. Alors, là, j'ai essayé de rappeler, mais j'en ai beaucoup parlé, donc je ne vais pas aller beaucoup plus vite, beaucoup plus loin. Cette dimension, cette destination au renforcement de la recherche et de l'innovation de sécurité, elle est un peu spécifique, elle n'est pas thématique. Donc les défis, ils sont liés au marché, ils sont liés à cette fragmentation du marché de la sécurité qui est compliquée. Donc elle a pour objectif, cette destination, vraiment d'aider à résoudre un certain nombre de difficultés, puisqu'on a constaté que malgré un premier projet de recherche et développement en 2004, puisque le programme européen de sécurité a démarré en 2004 avec le programme préparatoire sur la sécurité et la recherche en sécurité, malgré un départ il y a très longtemps et des financements depuis 20 ans. Le passage au marché, l'évolution, le bénéfice qu'on a pu tirer de ces investissements n'est pas évident. Le marché est fragmenté et donc l'idée, c'est vraiment, avec ces destinations, de faire en sorte que ça soit le plus pertinent possible pour le marché. Oui, Alban Galopin, NSP, est-ce que vous pouvez juste vous mettre couper votre micro? Merci, merci. Donc là, cette destination est là pour soutenir l'adoption de l'innovation et les stratégies de mise sur le marché, avec le point socialement acceptable qui est à mentionner. Donc ça veut dire que vous avez intérêt dans ces projets à mettre aussi des gens qui ont cette sensibilité et qui sont capables de mesurer et de faire en sorte que les solutions proposées soient acceptées socialement. Alors, le premier appel 2026 est une area, justement. On est un peu loin du marché, mais c'est l'open topic, c'est celui qui se veut le plus ouvert, donc c'est pour ça que c'est une area avec des TRL à la fin de 4-5. Donc soyez innovants et venez positionner des technologies alors disruptives, perturbatrices, je ne sais pas comment il faut dire en français, de rupture, des technologies de rupture dans la sécurité civile. Donc c'est pour ça qu'il y a cet appel, c'est vraiment ça l'objectif. Il est ouvert, donc je vous encourage vraiment à aller à être innovant là-dessus, tout en restant dans l'esprit du cluster 3, c'est-à-dire euh, proche des besoins et aligné sur les besoins réels, hein. Donc avec des tests, des validations rigoureuses, voilà. Donc ça, c'est ce qui est attendu sur cet appel. On reste toujours dans les mêmes points importants, c'est toujours du lump sum, c'est toujours surveillé d'un point de vue propriété, transfert de propriété. Il y a des aspects sécurité à prendre en compte, parce qu'effectivement, si on est relativement innovant, on parle de sécurité, hein, on peut avoir des enjeux de confidentialité des données, de manipulation des données ou de confidentialité des résultats. Donc ça reste un élément à prendre en compte et à justifier dans son appel, dans sa proposition, pardon. Et puis là, on a besoin d'organismes praticiens, enfin d'opérateurs, d'utilisateurs des technologies de rupture qu'on va mettre en œuvre pour justement offrir des solutions de sécurité civile. Et puis, comme on a une dimension recherche et innovation action, il est demandé, et que les budgets sont pas très importants, parce que là, on est sur 2 projets pour un total de 3 millions, ce qui veut dire des projets de 1,5 million. Il est quand même demandé à ce qu'il y ait une organisation de recherche et technologie présente dans ces projets pour garantir ce transfert de l'innovation de rupture, de la technologie de rupture ou de l'innovation de rupture vers le marché. Voilà. Donc à la fois des utilisateurs et des organismes praticiens, et à la fois un organisme de recherche et technologie sont demandés à minima sur ce type d'appel. Second projet, alors là, on rentre dans les PCP, le PPI ensuite. Donc PCP, innovation axée sur la demande en matière de sécurité. Là, on n'est plus sur du lump sum, ce qui se comprend. On est sur un mécanisme de financement qui est propre au pre-commercial procurement, avec des étapes, c'est assez bien décrit. Donc, je vous encourage d'ailleurs, on le présentera à la fin, il y a des liens sur le site horizoneurope.gouv.fr
qui est le site du ministère qui regroupe l'ensemble des acteurs du programme Horizon Europe. Et notamment, vous avez un certain nombre de ressources qui décrivent ce qui est attendu par la Commission en termes de PCP et de PPI, puisque c'est assez bien structuré. Il y a une attente très précise sur la manière dont on répond à un PCP, à un PPI. Donc les coûts et la manière dont on va décrire ces coûts et l'utilisation des coûts notamment et des budgets pour faire de l'achat pré-commercial sont bien décrits là-dedans. Et en plus, dans cet appel, pour ouvrir un peu l'opportunité, parce qu'en général, comme vous l'avez vu, bon là, le projet est de 5,8 millions d'euros parce qu'il y a une part importante qui va être dédiée, de ce budget qui va être dédié à l'achat et à la mise en œuvre de technologies. Mais pour qu'il y ait plus d'acteurs qui puissent en bénéficier, il est mis en place dans cet appel ce qu'on appelle le FSTP. Alors en français, on l'appelle plutôt le cascade funding, c'est-à-dire qu'en gros, il y a une partie du budget, alors j'ai plus en tête la quantité, si c'est 25% ou 30% de ce budget, mais peut-être 1 million, peut-être 1 million plus, un peu plus, qui sera réservé pour pouvoir faire intervenir, une fois le projet gagné, faire des appels, donc c'est pour ça que ça s'appelle du cascade funding, faire des appels à l'intérieur de ce projet pour faire intervenir des nouveaux utilisateurs, en particulier divers et variés, pour pouvoir justifier que ce qui est développé et ce qui est acheté correspond bien aux besoins de tout le monde. Donc, vous avez dans ce projet, vous avez un FSTP, euh, et donc il faut savoir gérer ce genre d'appel à l'intérieur d'un projet. Donc, il y a des partenaires qui savent faire ça. Je vous invite à vous rapprocher de ces partenaires. Donc là, 3 praticiens et 3 acheteurs publics, puisque là, on est sur de l'achat, du pré-commercial procurement, de l'achat public pré-commercial, puisqu'on n'est pas sur des TRL 9, mais on est sur des TRL 6 à 8. Et puis, on veut vraiment aller vers de l'achat public. Donc, on veut au moins qu'il y ait 2 acheteurs publics différents, dont un dans un État membre, parce qu'on veut vraiment satisfaire le besoin de l'Europe, hein, et pas juste développer des technologies qui seraient achetées par d'autres acteurs. Donc là, c'est important, ça fait partie des conditions d'éligibilité. Donc, il faut avoir au moins ces 2 acheteurs publics différents, dont un dans un État membre. Et un point, il faut savoir que ce pré-commercial procurement, en général, sont construits sur la base de projets précédents, dont notamment Collaboration and Support Action, qui avait pour but généralement de structurer la demande et en rassemblant un certain nombre d'acteurs, de s'assurer que la demande était bien partagée par un certain nombre d'acteurs. Donc, il est important de s'appuyer sur les CSA précédentes et leurs résultats pour justement pouvoir lancer un pré-commercial procurement. Euh, donc, voilà, je ne vais pas détailler, c'est un peu long, tous les résultats attendus, mais on voit bien l'attente proposée. Euh, il y a cette notion de prototype, hein, c'est-à-dire que comme vous voyez, on est sur des TRL 6 à 8. Donc on est justement, c'est l'objet de ces projets, c'est comment on fait pour, même si les résultats et les outils qu'on a développés, les prototypes qu'on a développés ne peuvent pas être sur le marché, eh bien on donne un coup de pouce, on leur offre la possibilité à travers ce PCP d'être utilisé, d'être testé, d'être validé pour pouvoir justement être acheté ou pré-acheté entre guillemets et pouvoir développer et d'aller faire le dernier kilomètre. On le verra dans le PPI, on va encore plus loin, puisque c'est vraiment le dernier kilomètre avant le marché, mais pour aider ces technologies. Euh, donc le PPI, j'en ai parlé. Donc là, on a la même chose, on a des règles spécifiques d'éligibilité et notamment de description des coûts et donc ça c'est indiqué. Et si vous voulez plus d'infos, allez voir sur le site horizoneurope.gouv.fr. On est sur le soutien du dernier kilomètre. Donc là, on est vraiment sur un marché public d'innovation pour la sécurité. Euh, donc on va un peu plus loin même que le PCP. Et on va essayer de le faire toujours dans l'esprit d'innovation, TRL 6 à 8,
Bon, on va développement et déploiement de solutions de sécurité innovantes pour faire face aux menaces émergentes. Donc, on est toujours dans cet esprit de préparation du futur, hein, y compris la cryptographie post-quantique pour compter les menaces quantiques émergentes. Donc là, je l'ai mis en gras parce que c'est important et c'est indiqué dans le texte. Et on reste toujours dans des projets pilotes et de tests, mais dans le monde réel. Donc là, on est vraiment, on essaie de favoriser l'achat public. Et vous avez d'ailleurs les mêmes conditions au niveau du consortium avec les deux acheteurs publics différents, dont un dans un État membre. Et dernier sujet 2026 sur le SSRI, là on revient sur une IA, c'est un peu plus classique, un projet de 3 millions d'euros, une Innovation Action, TRL 6 à 8, on est sur du développement de l'écosystème et des capacités de nouvelle génération pour un système européen de communication critique sécurisé en matière de sécurité civile. Donc là vraiment, on cible la nouvelle génération de systèmes européens de communication de critique sécurisé. Donc, en prenant en compte toutes les nouvelles technologies, les cryptos post-quantiques, il faut que le système, bien sûr, soit le plus résilient possible, puisqu'on traite de communication en critique, il faut qu'elle soit résiliente, euh, robuste, évolutive, interopérable pour les fonctions critiques de sécurité civile, interopérable parce qu'on veut quelque chose qui suive aussi le plus de... Donc, il est mentionné des aspects normatifs, hein, pour justement s'assurer qu'on développe au niveau européen des systèmes vraiment interopérables et standardisés. Ça permet aussi de positionner l'Europe sur les standards ou sur les normes. Et ça prépare surtout le futur système de communication critique de l'UE. Voilà. Donc là, on est sur du classique, Innovation Action, lump sum, donc, puisque c'est pas du PPC, du PCP ou du PPI. Là encore, c'est critique aussi en termes de technologie, de propriété de ce qui va être développé, l'aspect sécurité bien sûr. Surtout pas d'organisation avec contrôle chinois. Donc je vous rappelle, on l'avait présenté ce matin, quand je marque pas d'organisation avec contrôle chinois, c'est à la fois des entités chinoises qui seraient présentes en France ou qui seraient pilotées ou qui seraient comment dirais-je, contrôlées par une entité chinoise, qu'elle soit en Europe ou qu'elle soit en Chine. Et puis, malgré tout, c'est une IA, donc on veut vraiment et on est sur le cluster 3, toujours des intervenants, des primo-intervenants sont au cœur du consortium, donc au moins 3 dans 3 États membres. Voilà, puisque ce système de sécurité critique, il devrait être opéré et utilisé par ces primo-intervenants. Sur 2027, on aura 3 appels avec 6 lauréats, un budget de 11 millions, un PCP, de nouveau, et puis une CSA qui prépare la suite et une IA. Donc, on a un projet qui est, alors, je pense qu'il est open, ou il peut être considéré comme open, parce que c'est accélérer l'adoption grâce à des propositions ouvertes. Il n'est pas présenté comme tel, mais par des propositions ouvertes pour l'innovation avancée des PME. Donc là, très ciblé PME. Il y aura un projet open, d'une certaine manière, orienté PME. Vous avez un deuxième sujet sur donc encore du PCP, qui sera ouvert aussi pour de futurs achats. Voilà. Et puis on reste, enfin non, celui-là, c'est pas le PCP. On a le troisième qui est le PCP, qui reste toujours le même libellé d'ailleurs en 2026 et en 2027, innovation axée sur la demande en matière de sécurité. Donc on continue à faire des PCP pour essayer d'inciter et de favoriser la mise sur le marché des solutions technologiques. D'ailleurs, dans les textes, vous verrez qu'il est demandé, ça se comprend, l'Europe souhaite qu'il y ait une connaissance la plus forte possible des projets passés pour que justement les technologies et les investissements du passé soient valorisés. Mais voilà, donc ça c'est aussi un point à prendre en compte quand vous rédigerez votre PCP. Voilà, pour aller plus loin, on vous l'a présenté ce matin, on voulait juste faire un petit rappel sur ce programme Horizon Europe. Donc c'est ce programme européen. Tous les acteurs, tous les pays, notamment les pays membres, sont très actifs puisque ça s'adresse à eux et aussi aux pays associés. Mais
Sur la sécurité, on a 4 pays qui nous devancent, la France, notamment la Grèce et l'Espagne qui en 2024 a repris le lead, mais globalement sur les 4 premières années et derrière, la Grèce et l'Allemagne. Mais on sent que l'Espagne a une réponse très, très pertinente à ce genre de projet. Alors notre analyse côté France, c'est qu'on est derrière tous ces gens-là parce qu'on a une participation plus faible, on y va moins. Donc c'est pour ça qu'on fait ces séminaires et qu'on essaie de vous inciter et de montrer l'intérêt et la pertinence de ces projets et les enjeux que ça représente. Participer déjà. On est assez frileux, c'est-à-dire que, et c'est pour ça que vous verrez, on essaie d'organiser un événement pour favoriser des micro-consortiums français, c'est-à-dire que y aller à deux ou trois, ça permet d'avoir un budget plus important pour la France, mais en général, on y va avec un petit budget pour la France, donc même si on gagne, finalement, de, on n'est pas les meilleurs en termes de retour financier, sans avoir un retour financier attendu, qui est pas vraiment la règle du jeu, mais on a quand même cette attente au niveau national. On a surtout un déficit de coordination, c'est-à-dire qu'on prend pas le lead, on ne construit pas à deux ou à trois un projet et un concept fort auquel on peut faire adhérer d'autres membres européens pour justement coordonner une action qu'on souhaiterait vraiment mener. Et là, c'est un peu dommage parce que quand on coordonne, eh bien, on prend une part plus importante du projet. On est le seul interlocuteur, c'est le coordinateur qui est le seul interlocuteur avec la Commission européenne. C'est le seul interlocuteur qui est sollicité par la Commission et qui est visible et qui est sollicité pour des communications, des présentations et des références que va faire la Commission. Donc c'est important de coordonner et là-dessus on est relativement faible. Malgré tout, on n'est pas si mauvais que ça, puisqu'on a des taux de succès qui sont au-dessus de la moyenne. Donc on participe peu, mais quand on participe, on n'est plutôt pas trop mauvais. Donc autant participer plus, puisque on est capable de faire bien. Alors si on regarde dans les top 20 des entités lauréates, on n'a que le CEA, Thales et sur la fin du programme, là, depuis 2 ans et puis surtout l'année dernière, le ministère de l'Intérieur qui a vraiment pris le sujet de manière très, très pertinente et qui sait le traiter de manière très, très, très pertinente aussi. Mais il n'y a que 3 acteurs français dans le top 20 des entités lauréates. Les Grecs étant champions tout azimut, mais parce qu'ils font énormément de propositions. Ils ont mis en place des usines à propositions européennes, donc c'est un peu compliqué à traiter, mais on a les capacités de faire des choses bien puisqu'on a des bons taux de succès. Alors, une autre manière de profiter de ce programme, c'est en tant que communauté d'acteurs qui traitent de la sécurité civile, vous avez, on l'a vu au début, hein, le programme cadre, c'est plusieurs piliers, dont ce pilier 2 de projets collaboratifs, structurés en clusters. Donc, vous avez 6 clusters. Le cluster 3, c'est le cluster sécurité civile pour la société. Mais dans les autres clusters, vous avez l'opportunité de présenter, de proposer des solutions de sécurité ou des solutions qui traitent d'aspects sécurité de différents sujets, que ce soit pour la santé, on comprend, que ce soit pour la culture de la société inclusive, la démocratie, qui est le cluster 2, on l'a vu ce matin qu'il y avait des synergies entre les deux, mais aussi bien sûr sur les technologies elles-mêmes, donc tout ce qui traite du numérique, de l'industrie, du spatial, dans lesquelles des solutions de sécurité sont importantes et nécessaires. La gestion du climat, de l'énergie, de la mobilité, on comprend aussi pourquoi, et aussi tout ce qui est nourriture, chaîne alimentaire, ressources naturelles, agriculture, environnement, biochimie, où là, il y a des aspects sécurité qui sont importants, d'autant plus qu'on est dans des schémas qui sont de plus en plus digitalisés aussi, et donc qui ont besoin aussi de cybersécurité. Et donc, je voulais juste vous rappeler le fait que dans les autres clusters, vous pouvez aussi trouver votre bonheur sur des sujets. Alors, vous ne serez pas forcément leader du projet, mais vous apporterez la dimension et les technologies ou la dimension de compréhension des aspects sécurité de ces projets. Il y a aussi, au niveau européen, un certain nombre de fonds au-delà d'Horizon Europe qui sont soit des TRL différents, soit plus spécifiques, mais qui vous permettent aussi de vous positionner soit en complémentarité de ce que vous allez faire sur Horizon Europe, soit
à un niveau de maturité différent. Donc, vous avez le fonds International Security Fund, voilà. Vous avez bien sûr Digital Europe pour tous les aspects un peu plus digitaux et cyber. Donc, la cyber en particulier, le CCC traite deux programmes, hein. Il traite Horizon Europe et Digital Europe. Et puis vous avez bien sûr les fonds de cohésion FEDER, comme on va un peu sur du dual, et certains des acteurs de la sécurité sont bien sûr des acteurs aussi de la défense, on vous encourage à regarder ce qui se passe au niveau du European Defence Fund. Voilà. Alors juste pour vous expliquer ce que nous, on essaie de mettre en place au niveau national, des points de contact nationaux. Donc on a ces webinaires aujourd'hui et demain qui vous permettent de vraiment d'identifier les appels. On vous encourage à vraiment lire les textes, hein, parce que là, c'est un survol assez rapide. Euh, mais l'idée, c'est vraiment que vous trouviez le plus tôt possible des sujets adaptés, hein, et que vous puissiez vous préparer au mieux. Pour vous aider encore à vous préparer, on propose une séance de pitch, de présentation rapide de 3, 4, 5 minutes entre Français. Donc, comme on vous a dit, comme je l'ai dit précédemment, pour renforcer la position française, c'est bien dans un consortium de 10 ou 12 partenaires. S'il y a 3 Français, c'est pas mal. Un fournisseur de technologie, un utilisateur et éventuellement un intégrateur ou un cabinet de sciences humaines ou une université de sciences humaines et sociales qui vont structurer et qui vont être un cœur plus important dans un projet européen. Donc les pitchs du 12 février pour lesquels vous aurez une invitation formelle et un lien de présentation sont là pour justement pour vous permettre de présenter ce que vous souhaitez faire, être ambitieux, répondre à des projets. Il y aura aussi une autre occasion à l'occasion du WISG. Donc le WISG, c'est ce workshop interdisciplinaire en sécurité globale est organisé par l'ANR, le ministère de l'Enseignement supérieur et de la GDSN. Il aura lieu cette année à Lille, hein, les 25 et 26 mars, avec une dimension académique importante, puisque c'est quand même en soutien du programme de sécurité globale de l'ANR. Mais cette année, dans la deuxième journée, on a essayé de renforcer la dimension européenne, donc au-delà de la présentation des opportunités européennes. On a invité un certain nombre de pays européens à venir témoigner et présenter aussi à la fois leurs programmes nationaux de sécurité et l'articulation qu'ils font eux-mêmes entre les programmes nationaux et les programmes européens. Et donc, ce sera l'occasion de partager et aussi éventuellement de commencer des coopérations avec d'autres pays. Et puis le SMIG, c'est le gros événement, donc on appelle un brokerage event, un événement de speed dating. Alors, c'est pas si speed, mais c'est pour faire du dating, pour constituer des consortiums, qui aura lieu le 23-24 avril. Pour la quatrième année, on a réussi la ramener en France. Donc, c'est un événement annuel qui est en préparation de chaque appel pour aider les consortiums européens à se former. Donc, il rassemble l'ensemble de la communauté européenne. Il était à Bruxelles depuis 18 ans et depuis les 4 dernières années, on a réussi à les ramener en France. Donc, ce sera de nouveau cette année à Paris, au Conseil régional d'Île-de-France, qui peut accueillir beaucoup de personnes. C'est pour ça qu'on a proposé cet endroit et qui a été accepté par le comité. Et donc, là, vous aurez l'occasion de faire des pitchs. Donc, c'est pour ça que c'est bien de se préparer en avance de phase avec les pitchs français, parce que le SMIG, comme il y a beaucoup de candidats, les pitchs sont sélectionnés. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de critères de valeur. Est-ce que le pitch vraiment présente quelque chose d'ambitieux? Est-ce que celui qui pitch veut être coordinateur ou coordinateur scientifique? Quelle est la dimension de ce pitch pour être sélectionné et pour présenter au SMIG? Et donc, les pitchs français du 12 février vont nous aider à vous préparer au pitch du SMIG. Deadline, on les rappelle, le 15 septembre et le 5 novembre. Et puis en continu, on a donc ça, c'est les actions un peu nationales et un peu européennes. Et puis on a des actions plus régionales, avec des rendez-vous prévus. Il y en a déjà un premier le 28 janvier en Corse. Et puis ensuite, il y aura en, a- en avril, pardon, j'ai plus les dates, le 4 et le 7 avril, je crois, en région PACA. On essaie
d'aller au plus près des acteurs dans les régions, en accord avec les conseils régionaux les pôles de compétitivité quand il y en a, ou les collectivités locales, pour justement vous inciter, comme je l'ai dit précédemment, vous inciter à répondre et vous aider à répondre dans les meilleures conditions. Voilà. Donc ça, c'est nos actions. Alors, vous avez des ressources. Là, on a rappelé les liens. Alors, Funding and Tenders, là, c'est le site de référence de la commission, dans lequel vous avez les appels. Donc là, c'est eux qui font référence. Mais on a ce portail français dans lequel il y a plein de ressources, notamment sur des aspects juridiques et financiers, pour vous aider vraiment à remplir. Alors, je vois que Jean-Florian a mis le lien justement sur Cordis, sur Funding and Tenders. Donc là, vous avez directement le programme, et c'est lui qui fait référence. Alors, au-delà de ça, vous avez aussi des aides au montage qui sont proposées au niveau français. Donc l'ANR propose un dispositif qui s'appelle le MRSEI, qui aide notamment les coordinateurs, puisque c'est un point important, on l'a mentionné, qui aide les coordinateurs, parce que ça demande des ressources, hein, ça demande des moyens, pour monter des projets en coordination. Il y a aussi le dispositif BPI Diagnostic Europe qui accompagne et qui permet d'accompagner, en s'appuyant aussi sur des consultants, le montage de projets. Et puis, les régions elles-mêmes mettent en place des dispositifs. Ça dépend des régions, mais c'est important que vous vous rapprochiez de votre région et que vous identifiez les dispositifs qui peuvent vous aider. Un point qu'on a voulu rajouter, on en a parlé ce matin aussi rapidement, c'est les évaluations. Alors, un projet européen, je vous ai présenté les impacts, c'était très important. Donc, en fait, ils sont évalués à partir de 3 critères principaux, hein, l'excellence scientifique, l'impact, voilà, l'impact du projet, donc avec les 3 dimensions d'impact, et puis l'implémentation. Est-ce que votre projet il est bien monté? Est-ce que ce que vous promettez, c'est correct et que vous avez bien décrit, vous savez faire de la gestion de projet, en gros. Donc sur ces 3 aspects, il y a tout un ensemble de critères qui sont évalués par la commission. Être expert évaluateur, ça vous permet d'avoir une bonne connaissance de l'ensemble des critères d'évaluation et de voir comment les projets sont évalués, notamment quels sont les points que la commission regarde tout particulièrement. Donc il y a un certain nombre de critères d'évaluation, mais c'est important d'avoir cette connaissance réelle de ce que c'est qu'une évaluation, qui est un processus assez complexe, mais assez rigoureux, et je pense parmi les meilleurs processus en termes d'objectivité pour arriver à traiter ce nombre important de projets et à faire des sélections. Mais c'est important d'avoir des évaluateurs français, parce que déjà, vous allez acquérir une compétence sur une connaissance de ce que ça peut, comment c'est évalué. Et puis d'autre part, ça permet aussi de compenser lors des évaluations des biais qui pourraient être introduits, comme, bon, voilà, puisqu'on on constate qu'il y a beaucoup, par exemple, d'experts évaluateurs grecs, et un très bon succès de Grecs. Donc voilà, soyons aussi présents. On vous encourage à vous enregistrer comme expert. Et enfin, voilà, vous avez nos références pour nous contacter, et on est là en support pour vous aider à faire les meilleures propositions possibles et gagner. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas, c'est ouvert. J'ai vu que Jean-Florian a répondu à un certain nombre de questions en live. Ah, la dernière question. Effectivement, c'est Cordis qui effectivement rassemble en général l'ensemble des résultats et les synthèses. Mais la seule difficulté, c'est que ça donne des informations que sur des projets qui sont déjà passés ou qui sont en particulier terminés. Donc ceux qui sont terminés, vous avez plein d'infos. Ceux qui sont en cours, vous avez pas beaucoup d'infos, mais vous savez qui a gagné et qui est en cours de, de, de réalisation. C'est déjà très bien, parce que ça vous permet de savoir quels sont les partenaires, d'identifier les gens qui sont peut-être pertinents pour votre futur projet. Donc, je vous encourage vraiment à regarder l'historique des passés des projets. Et le site de Cordis est assez bien fait. Vous pouvez filtrer, vous pouvez faire des recherches assez pertinentes sur les projets.
Oui, la base de données, ça revient toujours sur les partenaires. Euh, je pense que effectivement, il y a une base qui existe, puisque vous pouvez vous enregistrer comme dans cette base de partenaires ou ouverts à la coopération. En général, ceux que vous allez trouver, c'est ceux qui n'ont pas, soit qui n'ont pas eu beaucoup de succès de partenariat, soit qui sont un peu nouveaux, et c'est pas toujours les meilleurs partenaires que vous trouvez dans cette base. Bon, cela dit, elle existe. S'il y a des noms que vous connaissez, nous, on vous encourage, et c'est pour ça qu'on fait ces événements nationaux de pitch et autres, on vous encourage à vous rapprocher mais de votre écosystème, hein, de vos clients, de vos fournisseurs, et d'ensemble, puisque là, c'est assez pertinent, hein. On voit ces projets collaboratifs. Ils vont, même si c'est des Research Innovation Action ou des Innovation Action, c'est la complémentarité des acteurs qui vont traiter de manière ambitieuse un problème assez bien décrit d'ailleurs dans les appels, et donc qui peuvent faire appel à des gens, une universitaire qui travaille avec une PME, une start-up, qui travaille lui-même et qui a besoin d'aspects légaux, ou qui a un client qui vise, qui est le ministère de l'Intérieur. Ben, ça fait un noyau de projets. Donc déjà, votre écosystème local est important. Après, pour ce qui est des universitaires, ben, il y a des accords avec les pays européens. Et une chose qu'on peut utiliser et qu'on fait, hein, nous, en tant que PCN, c'est qu'on fait partie du réseau des points de contact nationaux, puisque les 27 pays européens, plus les pays associés, mais surtout les 27, ont des dispositifs de points nationaux de contact. Et on échange entre nous. Donc, quand il y a des demandes spécifiques, eh bien, on peut les faire passer à l'ensemble des autres points de contact nationaux des autres pays pour qu'ils sollicitent leur communauté. Et on a comme ça eu des bons succès de partenariat. Bon, on n'a pas toujours les retours, donc on ne sait pas toujours si ça a débouché sur des projets gagnants, mais voilà, c'est une manière aussi de monter son consortium. Euh, Est-ce que vous avez d'autres questions? Est-ce que j'ai traité l'ensemble des... Je vais arrêter l'enregistrement. Ok.